Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais faire une entrevue très spéciale avec une survivante d'abus pédosexuels, d'abus rituels, dans le cadre de tous les événements qui entourent le décès de Jeffrey Epstein. De plus en plus, dans les médias, il y a des informations concernant le trafic d'enfants, le viol d'enfants pour l'élite. Et puis, avec nous, on a quelqu'un qui a subi ces abus-là depuis la naissance. Est-ce que on peut dire ça, depuis la naissance? Oui, quand j'étais petite, vers mes 3 ans. En fait, ça s'est passé pendant une année. Je dirais de mes 3 ans à mes 4 ans. Voilà. OK. Tu as écrit un texte ouais. Où tu vides là, ton sac sur les abus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une version non censurée où les noms ne sont pas censurés. Ouais. Et j'ai cru comprendre là-dedans que ta famille était très dysfonctionnelle. Oui. En fait, dans le texte, j'explique les origines de mes 2 parents pour tenter d'expliquer donc, que ces abus-là sont générationnels. Les gens qui vivent ça ont été préparés sur des générations. C'est difficile à expliquer. Donc, j'ai pas eu le choix de faire un peu l'histoire de chacun de mes parents pour expliquer. Donc, c'est mêlé aussi à des histoires d'inceste. C'est assez complexe, finalement, les abus rituels. Parce que, par exemple, des enfants qui sont victimes d'inceste, c'est relativement commun, malheureusement. Oui. Mais là, dans le texte, tu as mis ça assez clair que c'est pas juste une histoire d'inceste parmi tant d'autres. Ce que j'ai compris, c'est que tu as été conçu littéralement pour être abusé. Oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis aujourd'hui. Oui, par mon géniteur. Mais je pense que ça, ma génitrice, elle n'est pas, elle, consciente de ça. Je pense qu'elle a été utilisée dans le but de procréer. Et tu nommais 3 générations, dans le sens... Mais ce qui est complexe aussi, c'est que du côté de mon géniteur, il y a aussi un inceste qui est générationnel. Je pense que lui aussi est une victime de contrôle mental. Mais... il se peut aussi que lui ait aussi d'ailleurs été conçu dans ce but-là. Mais là, encore une fois, c'est des choses que je ne peux pas prouver. J'ai entendu des témoignages qui m'ont fait énormément penser à ma vie, vraiment à tel point que j'ai rassemblé les morceaux, donc j'ai tiré des conclusions, mais je peux rien prouver de ce que j'avance. C'est important de le dire. OK. Donc, dans le texte, tu parles de MK Ultra. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, là, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des expériences qui se sont faites, entre autres à l'Université McGill avec le Dr Cameron, où on utilisait du LSD, de la privation sensorielle et toutes sortes d'électrochocs, etc., de la torture, dans l'objectif de laver le cerveau, peut-être leur objectif, c'était de créer des super soldats qui étaient complètement détachés là, de leurs émotions et tout ça. Je ne sais pas c'était quoi exactement l'objectif, mais il y avait des drogues qui étaient utilisées et qu'une fois que ce programme-là a été découvert, ils l'ont cessé dans les années 60, sauf que tout porte à croire qu'il y a toujours des méthodes utilisées à ce jour qui sont issus de ce programme-là de MK Ultra, de lavage de cerveau. Et toi, dans ton texte, tu dis, moi, je pense qu'on m'a lavé le cerveau à la méthode MK Ultra, ma mère aussi, etc. Alors, en tout cas, moi, je peux parler que pour moi, là, aujourd'hui. Mais oui, j'ai le souvenir de séances de torture, on va dire, de grande souffrance. Qui m'était donc infligée de façon régulière, toutes les nuits, je dirais toutes les nuits pendant une courte période. Entre l'âge de 3 ans et 4 ans. 3 ans et 4 ans. Alors, on dit que les enfants n'ont pas de souvenirs avant 4 ans. Mais, donc moi, c'est des flashs que j'ai. Cela dit, c'est des flashs quand même de plus en plus qui reprennent. Enfin, j'arrive de plus en plus à rassembler les morceaux, mais ça a commencé. J'ai commencé à me rappeler de tout ça, en fait, l'automne passé.
Et donc Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des séances d'hypnose? Comment est-ce que ça s'est revenu? Alors, j'étais droguée. Donc, chaque nuit, pour faire voilà, rapidement, donc chaque nuit, j'étais réveillée, j'étais droguée. Je me souviens qu'on me droguait, je me souviens de la drogue que je prenais. Je me souviens que c'était par voie orale, c'était un liquide, qu'on me donnait ça avec une cuillère. Je me souviens de la sensation de la cuillère dans la bouche et aussi de l'effet de la drogue le matin quand je me réveillais. Et puis, j'ai des flashs, en fait, de ces abus que je subissais quand j'étais droguée. Entre l'âge de 3 ans et 4 ans. Entre l'âge de 3 ans et 4 ans, oui. Dans votre texte, vous mentionnez plusieurs hommes qui abusaient de vous. Ouais. Également la présence d'un enfant qui avait été torturé et qu'on m'avait forcé à torturer. Pendant très longtemps, alors que j'étais petite, j'avais le sentiment d'avoir déjà tué quelqu'un. Et comme j'ai écrit, donc c'est quelque chose qu'on a. Enfin, je pense pas que tous les enfants aient ce sentiment-là. Même après avoir vu un film d'horreur, j'avais vraiment le sentiment d'avoir comme goûté à du sang en quelque sorte, d'avoir été dans un genre de carnage, comme si j'avais vécu un génocide en fait, alors que je suis née dans un pays qui n'était pas. Enfin, quelque chose loin de la guerre, quoi. Donc, j'avais aucune raison de penser, de ressentir ça. Et voilà, j'avais pendant longtemps donc des flashs de quelque chose de très sanglant, sans savoir exactement si c'était mon imagination ou si c'était réel, jusqu'à ce que donc à l'automne passé, je fasse une rencontre de façon, hasardeuse en fait, quelqu'un qui connaît très bien les réseaux d'influence au Québec et qui m'a appris que mon père faisait partie d'une secte. Mm-hmm. Est-ce que je peux nommer la secte? Les francs-maçons. Les francs-maçons, absolument. Ouais. Enfin, une secte, une mafia, un réseau d'influence. Ça dépend. Il y a des gens qui vont dire que c'est un club social. D'autres gens vont dire que c'est une certaine élite, mais bon, il y a plusieurs définitions là, à franc-maçon, les théories du complot. Une religion aussi. Oui. Voilà. Mais donc, dans le programme MK Ultra, souvent, les enfants avaient des parents qui avaient des métiers de près ou de loin avec la psychiatrie. Je crois que la psychiatrie est très mêlée à ça. Est-ce que c'est le cas de votre père? Oui, donc oui, mon géniteur est un psychiatre, absolument. Et oui, donc... Et votre mère, non? Non. Parce que j'entends... Elle est dans le domaine du soin aussi, mais okay. Elle n'est pas médecin. OK. Donc, MK Ultra, c'était au départ, je pense, quelque chose de militaire. Il voulait créer des soldats. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous, pourquoi vous pensez qu'on a utilisé ces méthodes-là sur vous? C'était quoi l'objectif? Alors, en fait, j'ai entendu parler donc, de ces femmes qui avaient subi des abus rituels dans le but de faire d'elles des esclaves sexuels. Et donc, évidemment, ça m'a tout de suite évoqué mon vécu. Parce que, donc, moi, en fait, mon père, là je vais dire mon père parce que c'est plus simple, c'est donc quelqu'un qui m'a... Parce que ça a été mon père pendant longtemps avant que je porte plainte et que ça devienne généralement, mon géniteur. les gens, c'est ça, qui ont subi des abus vont essayer de détacher parce qu'un père, c'est plus qu'un géniteur. Mais avant que j'arrête de me dissocier, en fait, c'était quand même mon père. Voilà. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je le considérais, avant que je comprenne. Parce que donc il y a des murs amnésiques qui se sont faits, dans lesquels j'ai vécu pendant très longtemps, et j'ai mis du temps à comprendre qui c'était cet homme-là en fait. Voilà. Et j'ai essayé beaucoup de l'analyser, de comprendre pourquoi il y avait énormément de détachement dans tout son étude, un manque total d'amour et d'attachement, mais vraiment de façon assez spéciale. C'est vraiment quelqu'un de... Donc, que je décrirais comme un psychopathe, en fait. Vous n'étiez pas la petite fille sur les genoux de son père avec ça, oui, mais avant 8 ans. Après, il m'a plus du tout... il m'a plus du tout approché physiquement. Il a vraiment une attitude de pédophile. Mais il a abusé de vous? Oui, il m'a abusé sexuellement toute mon enfance. Mais c'est ça, même dans la période de 3 à 4 ans, là. Ouais. Et je vois, par exemple, qu'il était... Même votre mère, votre grand-mère... Jusqu'à 5-6 ans, en fait, il m'a abusé. Et j'ai aussi vécu des abus sexuels de la part de ma mère et de la part de ma grand-mère maternelle. Qui, eux, également,
Votre mère, elle aussi, elle a vécu des abus? Elle aussi, donc elle aussi, elle a été en contact avec... Enfin, à mon avis, elle a été en contact aussi avec cette secte, et ainsi que sa mère, quand elles étaient toutes petites aussi. Si je rassemble les morceaux, j'ai trouvé aussi chez la mère de ma mère, j'ai trouvé des livres d'initiation à la secte des Rose-Croix, et il y a aussi des histoires d'abus rituels qui sont liées à la secte des Rose-Croix. Et si j'ai eu la chance d'être assez proche de cette femme-là quand elle était en vie, et elle m'a raconté des choses de son enfance qui laissent penser qu'elle aussi aurait vécu ce type de trauma. OK. Voilà, les victimes de MK oui, Ultra... j'allais dire donc en fait ces traumas m'ont préparé donc à rentrer dans l'exploitation sexuelle. Et si j'en viens à penser ça, c'est parce que donc mon géniteur m'a demandé avec insistance de me prostituer. La première fois, j'avais même pas 10 ans. OK. Et il m'a tout de suite assimilé à ça. Il m'a tout de suite dit que c'était ce que je devais faire, que j'étais faite pour ça, que je lui faisais penser à ça. Je savais même pas ce que c'était la première fois qu'il m'a dit ça. C'est pour dire à quel point... voilà. Donc, vous avez été utilisé pour des rituels, ouais. Est-ce qu'on peut dire sataniques? En tout cas, ça s'en rapproche, j'imagine. Oui, je sais pas. Oui, je pense que oui. Et ça se faisait... En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ça, les SRA en anglais, Satanic Ritual Abuse. Peut-être. On appelle ça comme ça. Parce que votre père, quand même, faisait partie d'une certaine aristocratie. Oui, beaucoup d'argent. La maison, c'était relativement même un château. À l'époque, à cette époque-là, non. C'était quand même aisé, mais c'était pas comme ce qu'il est devenu, en fait. Et je pense d'ailleurs que tout ça est lié à son ascension sociale. Je crois que ce qu'il voulait, c'était clairement monter, et que j'ai été vendue et dans le cet sacrifice, objectif. ça a été, tu vas faire un enfant dont le destin sera d'être... Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je crois que ce qu'il voulait, lui, c'était, en fait... je pense qu'on lui a donné... C'est compliqué. Je pense qu'il s'est fait prendre au piège, quelque part. C'est-à-dire qu'il voulait, lui, devenir médecin. Je crois qu'il n'avait pas forcément le talent pour. Et donc, on lui a... Mais là, encore là, je spécule. Mais si j'ai bien compris, il a obtenu certains droits... et ça serait lié à ça. En fait, il a été menacé aussi avant ma naissance. Est-ce que c'est en lien avec ça ou pas? Je ne sais pas. Enfin... De ce que je comprends avec votre texte, c'est que, on sait qu'il y a des réseaux pédophiles. Ouais. Jeffrey Epstein est un exemple. Ouais. C'en est un, il y en a d'autres. Des enfants des réseaux pour cette élite-là. Par exemple, la Fondation Clinton, lorsqu'il y a eu les tremblements de terre à Haïti, il y a une collaboratrice d'Hillary Clinton qui a essayé de sortir avec 30 enfants d'Haïti. On sait que Donald Trump a fait beaucoup d'efforts pour freiner le trafic de personnes à la frontière sud. C'est une des raisons du mur. C'est une des raisons pourquoi l'élite s'oppose beaucoup à ce mur-là. Donc, les arrestations pour des groupes pédophiles aux États-Unis, c'est 10 fois plus que dans le temps d'Obama. Donc, on voit que le président a vraiment cet objectif-là. Les Clinton semblent être impliqués là-dedans. Il semble avoir plusieurs niveaux, c'est-à-dire que votre père serait comme un fermier. Oui, celui qui fournit, un des fermiers qui va fournir un enfant pour être exploité dans ces rituels-là. Mais par la suite, il vous a quand même incité à vous prostituer. Il était content lorsque vous lui avez annoncé. Lorsque je lui ai annoncé, exactement. Et donc, j'ai été recrutée aussi par un professeur de l'UQAM. Donc, pour que les gens savent, vous avez passé du temps en France et au Québec. Oui, voilà. Alors, j'ai une vie j'ai toujours une vie entre les deux pays, à part ces 10 dernières années où je suis restée ici. Mais donc, à l'époque où j'ai été recrutée, donc je revenais de passer 2 ans en France. Et là, donc, j'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai rencontré donc un professeur de l'UQAM qui m'a repérée dans un café et qui m'a dit que il m'a amadoué de plein de façons. C'était quelqu'un qui avait l'air... J'étais aussi complètement paumée à ce moment-là, il faut le dire. J'étais vraiment dans le doute à plein de niveaux. Et donc, je me suis laissée manipuler par cet homme qui avait l'air très intelligent
et qui m'a convaincue, qui m'a vendu en quelque sorte le concept de la prostitution consciente. Donc il m'a dit que lui-même ferait ça s'il avait l'occasion de le faire, que c'était le moyen aujourd'hui de se rebeller contre le patriarcat. Ah, oui. Oui, bien sûr. Mais j'y ai cru. Moi, j'avais 26 ans et j'étais dans le féminisme aussi à ce moment-là, dans un certain féminisme. Et c'est vrai que j'étais... Aujourd'hui, c'est mainstream de mettre un voile pour combattre le patriarcat. Oui, voilà. Donc tout est possible finalement et j'y ai vraiment cru. Et il faut dire à ce moment-là, donc j'étais complètement droguée sur les antidépresseurs. Je n'avais pas encore parlé de l'inceste et tout ça. Donc tout ça, c'était encore en moi. Donc je souffrais énormément, mais je ne le savais pas vraiment. Puis tout ça, c'était... Là, vous aviez 20 quelques 26, années, 26 ans. 26. Ouais, ce qui est quand même très tard pour rentrer là-dedans. C'est-à-dire que moi, je connais une personne qui a été victime aussi de contrôle mental et qui est rentrée dans la prostitution à 15 ans. Mais c'était terminé le contrôle mental à ce moment-là, non? Alors, par exemple, en fait, ça a des effets à long terme. C'est-à-dire que, à mon avis, la personne qui a été victime d'abus rituels et de trauma comme ça, va par elle-même rentrer dans la prostitution, va avoir envie par elle-même de rentrer dans la prostitution vers 15-16 ans. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils font pour rentrer ces informations-là ? J'en ai aucune idée. Je ne me suis pas assez intéressée à ça pour pouvoir faire un exposé sur le sujet. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça et qui vraiment seraient capables d'expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à fabriquer un esclave sexuel qui, de lui-même, va aller vers ça. En fait, de lui-même, évidemment. Parce que là, rendu à cet âge-là, vous avez dépassé votre durée de vie utile pour les pédophiles. Ah bah oui, complètement. Oui, mais je suis rentrée très tard. Pour eux, j'étais vraiment presque finition. Mais votre père, étrangement, même si vous aviez dépassé votre vie utile, vous recommandait de vous prostituer. Je comprends pas. Alors, là, c'était plus pour les francs-maçons. Là, c'était plus pour les... J'ai été dans un réseau de prostitution d'élite. Et j'ai rencontré beaucoup de gens à ce moment-là qui étaient probablement aussi dans cette secte. Mais ça, c'est pas marqué. Ils se promènent pas avec leurs symboles. Hein, c'est plus compliqué que ça. Mais ce professeur-là n'avait aucun lien avec un réseau... Je ne pourrais pas le savoir. J'ai déposé une plainte contre lui. Je pense pas... il est possible qu'il soit lié, parce que je sais que cet homme-là a recruté au moins 5 étudiantes de l'UQAM à ce moment-là. Donc, c'est pas clair qu'il y a un lien avec la secte de votre père. Je n'ai aucune preuve que ce monsieur est franc-maçon et qu'il a été en contact avec mon père. Cela dit, il est quand même professeur d'université. Ouais. Mon père aussi. Donc, vous voyez, voilà. Même si c'est pas du tout dans le même domaine. En tout cas, tout ça semble assez incongru. C'est quand même l'université, c'est censé être un lieu... c'est pas censé être ça, quoi. Peut-être pas à l'UQAM. Peut-être l'UQAM n'ont pas eu le mémo, mais... Ouais. Il s'est servi d'un bureau à l'université aussi pour me mettre en confiance. Tout semblait vraiment clean. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un lien nécessairement avec le réseau auquel fait partie votre père et ce nouveau réseau-là. Je ne peux pas l'affirmer, mais je serais tentée de dire que oui. OK. Oui, parce que c'est vraiment trop bizarre, tout ça. Je veux dire, je me retrouve à cette terrasse de café, le gars me regarde, il vient me voir, il me parle, et puis 10 jours après m'avoir présenté deux proxénètes qui revenaient du Costa Rica, je me retrouve à faire 2 clients à Montréal, et suite à quoi, je pense 1 mois plus tard, j'étais partie aux États-Unis, et là j'ai vécu un enfer. OK. Vous avez parlé d'un choc... oui. À l'âge de 14 ans. Oui, absolument. Ouais. Un choc qui a comme peut-être cessé l'espèce de programmation que vous aviez. Donc, c'est comme si vous étiez sorti de votre torpeur. En fait, c'est ça. C'est un choc qui est arrivé dans des glissades d'eau. Oui, un parc d'attractions. Et j'ai eu un gros choc à la tête. Et à ce moment-là, on va dire que la dissociation que je vivais, donc dans laquelle j'étais, en tout cas, s'est arrêtée. En tout cas, elle a diminué. Et je suis devenue, on va dire pour la première fois presque, la personne que je suis aujourd'hui. Donc connectée. Donc dans le fond, à moi-même, vraiment, absolument. Parce que la dissociation, peut-être pour les gens qui comprennent pas le concept, c'est que vous êtes
consciente, mais comme un zombie. C'est comme si vous étiez complètement... Il y avait un Surtout, mur on entre vous et obéit. vos émotions. Lorsque j'étais avant mes 14 ans, enfin, j'étais dissociée, donc complètement, et comme jamais je l'ai été. Après, sous antidépresseur, j'ai retrouvé ce sentiment-là d'être complètement au-dessus de moi-même, mais un peu de flotter, c'est-à-dire que je me sentais vraiment... Bon, faut dire que j'étais sous antidépresseur, mais c'est comme si j'obéissais à un programme, en fait, à quelque chose que je devais faire, et j'étais une personne très narcissique, dans le culte de ma personne, ce que je ne suis pas du tout en réalité. Et voilà, donc j'étais aussi une personne assez méchante avec mes amis, je me souviens. Je n'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Et cette commotion a vraiment tout changé. Et là, je suis devenue une personne beaucoup plus introvertie et beaucoup plus empathique. Et justement, jusqu'à ce que je prenne des antidépresseurs, là, et c'est là où donc ça a été vraiment, c'est là où j'ai retrouvé donc ce sentiment de dissociation et où je suis rentrée dans la prostitution. Vous avez eu votre choc, vous êtes redevenu vous-même, mais votre père et d'autres gens ont fait en sorte que vous preniez des surdoses de médication pour revenir dans cet état de dissociation. Ça, donc, ils veulent pas que vous redeveniez humaine, dans le fond. Oui, psychiatrisée, je l'ai été à partir de mes 10 ans, en fait. On m'a prescrit des amphétamines. De mes 10 ans à mes 16-17 ans, j'ai été une enfant droguée aux médicaments, comme beaucoup d'enfants ici. Hein. Oui, mais est-ce que c'était la même dose, par exemple, que les enfants, comme vous avez parlé de Ritalin? Non, absolument pas. En fait, on m'en donnait à l'excès. Et mon père, donc, qui a toujours la possibilité de faire des prescriptions, m'en donnait à l'excès, me fournissait en fait des boîtes qui contenaient des centaines de Ritalin, et ça provoque une dépendance. Le Vivance, le Ritalin, c'est des amphétamines. Ça provoque une dépendance, c'est très rapide. Et donc je suis tombée accro à ça, j'avais 14-15 ans, et je pense que l'objectif de ça, c'était de me faire tomber dans l'itinérance. Il voulait savoir, il insistait pour savoir si je me prostituais. En fait, il me prenait à part et il me plaquait contre le mur, et en fait, il m'interrogeait pour savoir si je me prostituais. Et ça, tous les jours, pendant des mois, c'était vraiment étrange. Alors que je n'avais pas de rentrée d'argent qui pouvait laisser penser que j'avais commencé ce type de choses. Rien pouvait laisser penser ça. Donc en fait, à mon avis, ce qu'il faisait, c'est toujours sous forme de séance, en quelque sorte, d'intimidation. Il voulait donc me rentrer quelque chose dans la tête. Ça m'avait choquée énormément, évidemment. Je vivais une violence familiale vraiment atroce. Et surtout que je ne savais pas vraiment ce que c'était que la prostitution. Bon, j'avais une vague idée, mais 14-15 ans, c'est encore très flou, ces choses-là. Hein. Ouais. D'autant plus que j'étais une adolescente quand même très introvertie, donc, et un peu dans les vapes, un peu pas en contact vraiment avec le monde réel. Avez-vous été abusée dans ces âges-là, l'adolescence? J'ai vécu Oui, évidemment, j'ai fait des mauvaises rencontres. C'est certain ayant été incestuée par mes 2 parents, j'ai rencontré aussi d'autres agresseurs. Mais est-ce qu'ils faisaient partie d'une secte quelconque? Non, c'était juste des mauvaises personnes. J'ai de la misère à comprendre la motivation de votre père si c'est pas pour bénéficier... Alors ça, c'est une bonne question. La secte. Pourquoi est-ce qu'il insistait tellement? Parce que, par exemple, dans la secte, il y a peut-être des gens qui sont attirés par des adolescentes. Bien sûr. C'est le cas, par exemple, de Jeffrey Epstein. Donc, ça ferait du sens. Mais là, il vous poussait dans une prostitution juvénile, mais sans nécessairement bénéficier son réseau. C'est-à-dire que... Est-ce que vous voulez dire que, dans le fond, ce qu'il aurait dû faire, c'est me présenter à ses amis? Il me semble que ça aurait été plus logique. Oui, mais juridiquement, ça le protège, justement. C'est quelqu'un qui est très stratégique dans sa façon de procéder. Je pense que ce qu'il cherchait à faire, c'était que je me dirige de moi-même vers ça et que je rentre dans n'importe quel réseau pour ensuite peut-être être récupérée. Peut-être pour oublier, justement, les abus de 3 ans, 4 ans, etc. Peut-être, je ne sais pas. C'était dans le but de créer tellement de souvenirs d'abus qu'éventuellement, vous oubliez complètement ce qui s'est passé à 3-4 ans. Oui. Et là, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Oui. En tout cas, le fait de me faire rentrer par moi-même dans l'exploitation, c'est certain que ça avait comme objectif de me culpabiliser. En tout cas, de me rendre coupable
de me faire, de me rendre coupable de cette tragédie, quoi. Voilà. Mais c'est un grand manipulateur, hein. C'est quelqu'un qui vous fait dire des choses toujours par un peu la négative. Et en plus, il est psychiatre, donc il a vraiment beaucoup d'instruments pour détruire les gens, mais pour leur faire dire absolument ce qu'il veut, en fait. Les victimes de MKUltra ont des symptômes de la dépression, de l'amnésie, etc. Est-ce que vous avez ce genre de symptômes-là? Oui, j'ai beaucoup de problèmes à me... quand j'étais adolescente, oui, j'avais beaucoup de problèmes à me repérer dans le temps. Je savais pas quand c'était le matin de l'après-midi. J'avais du mal à différencier le matin de l'après-midi pendant très longtemps. J'avais beaucoup de lacunes aussi au niveau du... j'ai pas su lire l'heure pendant très longtemps. Des choses très symptomatiques comme ça. Mm-hmm. Je pense que le symptôme numéro 1, parce qu'en fait, je pense que c'est lors de ces rituels, je vivais des électrochocs. OK, c'est ça. Ouais. Il y avait la douleur que je ressentais, c'était lié à de l'électricité. Parce que ça laissait pas de marque. Parce que ça laissait pas de traces et parce que j'avais horriblement mal. Et surtout parce que pendant très longtemps, j'avais des souvenirs de cette douleur. On peut avoir des souvenirs de douleur, c'est assez spécial, c'est bizarre à expliquer. Et c'est uniquement sur la partie gauche de mon corps. Et pendant très longtemps, j'avais très mal à la hanche. Et je ne savais pas d'où ça venait. Et c'est ça... Est-ce que vous avez été drogué? Numéro 1, j'allais dire, c'est que je n'avais pas du tout de conscience de mon corps, pas du tout de conscience objective de mon corps. Est-ce que c'est comme si la douleur, c'est quelqu'un d'autre qui la ressentait? Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que pendant les douleurs, pendant les rituels, je me dissociais et alors j'étais au-delà de mon corps. Parce que et là, on parle de 3-4 ans. Là. Pour survivre à une douleur... Oui. Comme celle-là, et c'était quotidien? Il faut en fait sortir de son corps. Il faut que l'esprit se dissocie. C'est la seule façon de survivre. Oui. Si on reste dans son corps, j'imagine qu'on peut en mourir. Ou voilà. D'ailleurs, il existe des risques que l'enfant meure lors des rituels. Hein. C'est toujours possible. La dissociation, c'est ce qu'on peut espérer. C'est ce qui est espéré, c'est ce qui est voulu. Mais l'enfant peut mourir aussi. Mais vous avez raconté dans votre texte que votre but à vous, c'était de ne pas mourir. Vous étiez l'enfant de quelqu'un... Non, mais j'avais lu une fois que c'est toujours une possibilité que l'enfant meure lors des rituels. Mais il y a des enfants dont l'objectif est qu'ils meurent suite aux tortures. Ça aussi, ça fait partie de... C'est un sacrifice rituel. Oui, c'est un sacrifice rituel. Donc, vous avez des souvenirs de ça, vous l'avez raconté tantôt. Des flashs. Oui, des flashs, c'est ça. Attention, il faut bien faire attention. Je n'ai pas de souvenir concret de ça. C'est des flashs que j'ai. D'avoir bu du sang, d'avoir touché un corps ensanglanté. Mais ça... à l'âge de... Est-ce que l'enfant avait le même âge que vous, entre 3 et 4 ans? Je crois qu'il était beaucoup plus petit. Il se peut que c'était vraiment un bébé ou voilà. J'ignore le sexe de l'enfant. Dans les sacrifices, il y a également l'avortement tardif. Oui. On vous a forcé à vous faire avorter tardivement? En fait, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a été conseillée par un spécialiste du contrôle mental, qui m'a dit qu'en fait j'avais reproduit ce que j'avais vu quand j'étais petite, en quelque sorte, mais que dans une clinique d'avortement. Donc oui, j'ai connu un avortement tardif, en effet, oui. Est-ce que ça a été une obligation de vous faire avorter? J'y ai été... ça fonctionne... c'est moi qui ai signé le contrat, hein, mais moi, j'estime que j'y ai été poussée, oui. OK. Ouais. Et ça fait partie également, peut-être, des rituels? Moi, je pense que ce sont les avortements tardifs, pour moi, ce sont des sacrifices rituels, mais tout simplement, ça se fait de façon légale, ça se fait de façon organisée, de façon... Oui. Voilà, mais on tue des enfants. Mais c'est pas le but. Comme par exemple, votre père a mis enceinte... Mon grand-père. Votre grand-père, OK. Ouais. OK. Qui, lui, la bonne, je crois? C'est lui, en fait, qui a avorté, il a avorté lui-même sa propre femme. OK. Et d'autres femmes aussi, mais là, ce qui était quand même inusité pour l'époque. Pas Aujourd'hui, tant que ça, des avortements, c'est à tous les coins de rue, mais à l'époque, ouais. C'était autre chose.
Ah, je ne sais pas. Oui, probablement que c'était plus rare, mais en fait, comme il était médecin lui-même, il a avorté lui-même sa propre femme je pense qu'il a fait ça 2 fois. Enfin bref. Il n'y a peut-être pas d'évidence que donc là, on c'était parlait lié. donc de mon avortement tardif. Donc, je pense que j'ai fait ça aussi. J'étais dissociée à ce moment-là et dans la prostitution. Et clairement. Mais on ne parle jamais de pédosatanisme ou pédo-rituel ou peu importe ça. On n'en parle pas de ça. Je veux dire, même moi, j'ai commencé à entendre parler de ça l'année passée. J'ai 50 ans. Et je suis dans le milieu là, où on a une émission de complot. Et on a fait une émission sur le MKUltra. On a fait une émission sur Jeffrey Epstein. On a fait une ou 2 émissions sur le Vatican. Et là, lorsque vous m'avez approché, j'ai lu votre texte, j'ai mis les morceaux en place. Mais même lorsqu'on faisait ces émissions-là, pour moi, c'était tellement gros, tellement impossible. Alors que plus en plus de gens sortent et témoignent, comme le témoignage que vous faites maintenant, de plus en plus de gens vont témoigner. C'est sûr qu'il faut rester critique. Et la raison pour laquelle j'ai accepté cette entrevue-là, c'est parce que je vous connaissais un peu. Oui. Si quelqu'un que je ne connais pas m'avait approché avec ça, je l'aurais peut-être même pas regardé. Tellement que c'est incroyable. Oui et non. C'est pas si incroyable que ça, je trouve pas, en fait. Je suis pas en train de dire que j'ai été enlevée par les extraterrestres ou que j'entends des voix. Non, mais il y a des meurtriers d'enfants qui sont pas condamnés. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, oui. Oui, absolument. Des meurtriers qui torturent. Ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est lié à l'ascension sociale de plusieurs personnes. Mais quand on comprend un peu comment ça fonctionne, ça n'a rien d'étonnant. Et en fait, c'est très cohérent. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que là, la pédophilie, elle est utilisée. C'est donc un instrument pour faire monter les gens socialement. En fait, c'est pas vraiment tant... C'est ça, vous m'avez dit que la pédophilie est utilisée comme instrument. Les gens qui abusent des enfants ou qui tuent des enfants ne sont pas nécessairement des pédophiles, mais en fait, on les force à torturer des enfants pour avoir... ils sont filmés, puis on a ce qu'on appelle du dirt sur eux. Pour prouver leur allégeance au système. Et en même temps, on les tient par les couilles. Monter, quoi. Voilà, exactement, comme Jeffrey Epstein, lui, filmait tout. Donc, on va terminer l'entrevue. La prochaine étape pour vous, est-ce que vous allez continuer vos démarches juridiques, peut-être, pour... Alors, moi, j'ai déposé une plainte en parlant de ces abus rituels donc à la Sûreté du Québec, puisque ces choses-là se sont passées donc, en France. Et... pour vous donner un exemple, donc pour une affaire qui n'a rien à voir, donc j'ai déposé une plainte pour un viol, donc il y a à peu près 3 ans, et j'ai toujours pas reçu de réponse. Donc, moi, je peux vous dire que les policiers, généralement... Je n'ai aucun espoir, ça sera classé sans suite, je le sais déjà. Lorsqu'une femme va porter plainte pour viol, généralement, c'est très rapide. Généralement. Si c'est lent comme ça... C'est parce qu'il y a des gens, d'après moi, je ne sais pas, je ne veux pas spéculer, là, mais il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Mais ça, c'était pas pour cette affaire-là, c'était pour autre chose que ça a pris 3 ans. Donc là, j'ai déposé plainte il y a à peu près 1 an. Et en fait, non, au début de cette année. Et ça, c'était donc la plainte que j'ai déposée donc, au renseignement, à la Sûreté du Québec. Et ça, donc, je n'ai pas vraiment d'espoir. Moi, ce que je cherche à faire maintenant, c'est sûr à témoigner. Je pense que moi, ça me fait énormément de bien d'en parler. Aussi, comment dire, je me suis énormément, à travers tout ce que j'ai vécu, je me suis beaucoup fragilisée socialement. Donc, moi, mon objectif, c'est aussi de me protéger en parlant. Parce que je pense que malgré tout, je me sens un peu surveillée des fois. Bon, il ne faut pas virer à la paranoïa, mais j'ai le sentiment que ces gens peuvent en tout cas avoir un œil sur moi. Et le fait d'en parler, j'ai l'impression que ça va un peu donner, cette impression que je ne suis pas toute seule. Et c'est vrai que le fait d'en parler, ça me rapproche de personnes qui me croient, et donc ça me renforce à plein de niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument le faire. Et les gens qui pensent avoir vécu des choses comme ça, il faut absolument qu'elles le fassent. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on est face à des groupes d'intervenantes féministes donc, qui vous disent que vous avez des faux souvenirs, même si vous essayez de dénoncer la pédocriminalité, ça c'est très très difficile à vivre. Mais malgré tout, il ne faut pas perdre espoir. Et je pense que
pour dénoncer ces choses-là, il faut vraiment s'éloigner de certains milieux de gauche pour pouvoir rencontrer des gens qui ont vraiment rien à faire de leur réputation, justement, et qui sont prêts à prendre le risque de parler de ces choses-là. Les milieux de gauche, faut pas lâcher. Les milieux de gauche vont attaquer cette entrevue, vont coller des étiquettes de conspirationnistes sur moi, le studio, sur vous. Oui. Et on va discréditer parce qu'on sent... Et il faut le vivre pour le comprendre, puis vous le vivez sûrement. On sent que tout l'establishment, que ce soit les universités, les médias subventionnés, les bien-pensants, etc., protège cette élite-là, qui est intouchable, et que quiconque va s'attaquer à cet état profond-là ou à cet establishment-là, on va essayer de les démolir. Mais éventuellement, à force d'avoir des témoignages, à force de regarder, comme par exemple MKUltra, ce n'est pas une théorie du complot. Une théorie du complot avec des preuves, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un complot. Alors, c'est un complot qui existe. Il y a eu même récemment des gens qui ont essayé d'avoir un recours collectif. Ça ira nulle part parce que le gouvernement ne va pas réparer ce genre de faute-là. Parce qu'après ça, ça finira plus. Il y a beaucoup plus de victimes qu'on pense. Oui. Et leur arme numéro 1, c'est la psychiatrie. Et ça, c'est vraiment la chose la plus horrible, parce que quand on est psychiatrisé, c'est un peu comme si tout ce que vous dites sera utilisé contre vous. Mais effectivement, vous êtes folle. Voilà. Et quand on a vécu de l'itinérance, comme moi j'ai pu en vivre aussi, de la délinquance plutôt, et tout ça... c'est vrai que c'est des états limites, on va dire, c'est des expériences limites qui font en sorte que je me suis désocialisée, et donc ça me touche énormément quand on fait ça avec moi. Donc je pense que j'ai la chance d'être assez lucide par rapport à tout ça et de m'être rattrapée ces dernières années à plein de niveaux. Mais les gens que je connais qui ont été victimes de ces choses-là, à mon avis, ils témoigneront pas, vu l'état dans lequel ils sont. Ça m'étonnerait beaucoup. Il y aura peut-être une deuxième partie à cette entrevue. Je vous remercie infiniment merci. Pour votre témoignage. Merci aux gens qui écoutent cette capsule-là. Donc, je pense que c'est important d'avoir un esprit critique, mais un esprit critique, ça veut dire également l'esprit ouvert. Et je vous invite à faire des recherches sur MKUltra. Je vous invite à faire des recherches sur des rituels pédosataniques, si c'est un sujet qui vous intéresse. Et vous allez voir que le témoignage de notre invité concorde avec beaucoup de points de ces complots-là qui ont été divulgués à la population, mais qu'on essaie d'enterrer dans les annales des souvenirs et de l'histoire noire de notre civilisation. Alors, merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci.